je me fais piquer par une tique, je la vois, donc chez moi je me suis équipée d'un tire-tique où j'ai la pince à épiler et donc je vais l'enlever avec ce petit mouvement de rotation. Et dans le mois qui suit la piqûre de tique, je surveille l'apparition de ce fameux érythème migrant, donc cette tache rouge qui ne fait pas du tout mal, qui ne gratte pas et qui s'étend en diamètre de jour en jour. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Tous les jours, nous parlons ensemble de santé à l'heure du déjeuner sur Beurre FM. Bonjour et bienvenue. Et aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose que les punaises de lit. On va parler des tiques avec mon invité, le docteur Alice Raffetin. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes une warrior. Je n'expliquerai pas aux gens pourquoi, mais vous êtes une vraie warrior. Vous m'avez dit j'arriverai à telle heure, vous êtes arrivé à telle heure. Après avoir pris des bus dans les embouteillages parisiens. Absolument. Bien, vous êtes infectiologue, vous êtes responsable du centre Lyme, alors on dit Lyme. Absolument. Du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges, alors qui est un des centres de référence en France pour coordonner la prise en charge de la maladie de Lyme. Alors ces centres de référence des maladies, comme on dit, vectorielles liées aux tiques, acronyme CRMVT, ont été désignés en 2019. Quel est le rôle du centre que vous pilotez et des 4 autres qui sont avec vous ? Alors, effectivement, nous sommes 5 centres en France avec plusieurs missions. La première mission, c'est vraiment de faire de l'expertise clinique puisque la maladie de Lyme peut avoir des atteintes à la fois simples mais aussi parfois très compliquées. Donc pour pouvoir aider les patients à avoir un diagnostic correct et donc être orientés dans la bonne filière de soins pour le bon traitement. La deuxième mission, c'est l'harmonisation des pratiques sur le territoire. Ensuite, ça va être faire de la recherche en troisièmement. Quatrièmement, communiquer autour de ces pathologies comme par exemple aujourd'hui, et enfin faire de l'enseignement et promouvoir l'enseignement autour de ces pathologies. Vous avez un DU ? Exactement, donc c'est un diplôme universitaire qui va commencer au mois d'octobre à la faculté, qui est ouvert à plein de spécialités différentes, qu'on soit médecin, infirmier, chercheur, biologiste, entomologiste ou même patient. Ce DU est ouvert pour que toutes les personnes intéressées par cette problématique avec un niveau scientifique puissent se former. Alors, le centre que vous pilotez à Villeneuve-Saint-Georges couvre quel territoire ? Le centre couvre à la fois l'Île-de-France, mais aussi les Hauts-de-France. Donc notre autre nom, c'est Centre de référence pour la région Nord. Vous disiez qu'il fallait communiquer. J'ai été étonné de savoir le nombre de gens qui ne savaient pas grand-chose sur la maladie de Lyme et qui ne savaient même pas comment ça s'attrapait, qui ne savaient même pas que c'était les tiques qui donnaient la maladie de Lyme. Pourtant, on en a un peu parlé à une époque de la maladie de Lyme, mais quand vous voyez la différence entre les punaises et la maladie de Lyme, qu'est-ce qui explique le succès de l'une et l'insuccès de l'autre ? Alors, le succès des punaises, c'est qu'elles peuvent toucher tout le monde dans son appartement. Oui. Ou sa maison, alors que les tiques, il faut quand même aller les chercher, donc c'est-à-dire se rendre dans l'environnement, dans l'habitat des tiques pour y être exposé. Mais quand même, les personnes qui sont très à risque, comme les personnes qui travaillent en forêt ou les personnes qui pratiquent des sports en nature, ont quand même un très bon niveau de connaissance à la fois des tiques, comment enlever une tique, surveiller l'érythème migrant et puis consulter si jamais il y a le moindre signe sur cette pathologie. De mon temps, les tiques, c'était la maladie des chiens. Enfin, vous voyez, c'était les bêtes qui étaient sur les chiens. Les tiques ne sont pas nouvelles, il y en a depuis la préhistoire, très probablement on l'a retrouvé dans des momies, donc c'est pas un animal nouveau, mais effectivement la transmission de maladies par les tiques, c'est un savoir qui est assez nouveau dans l'histoire de la médecine, d'où le fait que les pathologies ont l'air d'être nouvelles, bien qu'elles aient été décrites depuis très longtemps, sans qu'on sache par quoi elles étaient transmises et on savait pas non plus qu'elles étaient dues à une bactérie qui était donc traitable par un antibiotique. Oui, c'est ce qu'on m'a expliqué ce matin. Alors, la maladie de Lyme, on devrait dire la borréliose de Lyme. C'est quoi une borréliose ? Une borréliose, c'est le nom un peu plus juste de la maladie, puisque cette maladie, donc transmise par les tiques, est liée à une bactérie qui s'appelle donc Borrelia burgdorferi sensulato, qui va être responsable d'atteintes principalement cutanées, puisque la tique va piquer au niveau de la peau, avec cette fameuse lésion qui est donc l'érythème migrant, c'est-à-dire une tache rouge, rose, qui est indolore et qui va s'accroître, son diamètre va s'accroître de jour en jour, sans jamais faire mal. Et donc ça doit vraiment pousser les patients à consulter. Après, il y a d'autres atteintes plus rares au niveau des articulations et du système neurologique, mais qui heureusement se voient moins en dehors du contexte hospitalier. En
gros, la maladie de Lyme, ça concerne combien de personnes par an en France ? Alors, il y a à peu près 60 000 cas de borréliose de Lyme par an en France, avec parmi ces 60 000 cas, la très grande majorité, c'est-à-dire plus de 80%, qui sont des érythèmes migrants, qui sont des formes d'érythèmes migrants. C'est beaucoup, pas 60 000 ? 60 000, c'est beaucoup, c'est pas une maladie rare. Ouais. Et ça s'accroît tous les ans. Est-ce qu'on arrive à expliquer pourquoi ça augmente tous les ans ? Ça augmente tous les ans. Mais la principale raison, c'est qu'il y a une meilleure connaissance de cette maladie, à la fois par la population qui consulte beaucoup plus, mais aussi par les médecins qui notifient beaucoup plus l'érythème migrant à travers les réseaux de surveillance comme le réseau Sentinelle, donc un réseau qui aide Santé publique France à faire la surveillance de cette pathologie en France. Et c'est principalement cette raison-là. Il y a aussi le réchauffement climatique qui est souvent évoqué, mais c'est pas parfaitement prouvé à ce jour. C'est une hypothèse scientifique avec des études en cours. Parce que là, il a fait très beau quand même dans l'arrière-saison. Est-ce que vous avez constaté qu'il y avait plus de consultations pour des maladies de Lyme ou ça n'a eu aucune incidence ? Les tiques aiment les temps ni trop chauds ni trop froids. Donc, leur principal pic d'activité, ça va vraiment être le printemps et l'automne. Si l'hiver est doux, elles vont rester actives. Et c'est pour ça qu'on a quand même l'impression que le temps d'exposition aux tiques dans l'année est un petit peu plus long qu'auparavant, où les hivers étaient plus froids et donc on était moins exposés pendant l'hiver. Néanmoins, les étés étant parfois plus chauds, les tiques sont moins actives l'été. Donc peut-être qu'il y a un basculement en fait d'exposition. Là, on est en pleine saison des tiques alors ? En pleine saison. Oui. Alors, on dit que c'est la maladie vectorielle à tiques la plus connue, la plus répandue en France. Ça veut dire quoi une maladie vectorielle ? Une maladie vectorielle, c'est une maladie transmise par un vecteur. Et donc, ce vecteur-là, il se trouve que c'est donc un arthropode, qui est donc la tique. Mais il y a d'autres maladies vectorielles qui peuvent être transmises par d'autres vecteurs. Exemple, le moustique est un vecteur donc très connu. Donc, une autre maladie vectorielle très connue, ça va être par exemple le paludisme. Donc là, c'est transmis par les tiques, mais pas toutes les tiques. Est-ce qu'il y a des familles de tiques en particulier ? Absolument. Donc c'est la tique Ixodes qui va transmettre cette maladie Ixodes, IXODES, qui va transmettre cette bactérie. Et la tique Ixodes, c'est vraiment la tique qu'on dit dure de tout l'hémisphère nord. D'accord. Mais est-ce que c'est la tique la plus répandue ou pas du tout ? C'est une des tiques les plus répandues en effet, et c'est surtout une des tiques qui pique le plus l'être humain dans l'hémisphère nord. D'accord. Est-ce qu'il y a des régions, alors en France, est-ce qu'il y a des régions à tiques identifiées ou pas ? En France, il y a des tiques partout, mais c'est vrai que dans le sud de la France, sur le pourtour méditerranéen, il y a moins de tiques Ixodes et donc moins de borréliose de Lyme que dans les autres parties de la France. C'est vrai que la répartition de la maladie sur le territoire est inégale, avec davantage de tiques infectées dans la région centre Limousin et dans la région Grand Est, notamment Alsace-Lorraine. Alors, c'est une maladie qui s'attrape ? Oui. Bon, et qui s'attrape si on se fait piquer ? L'objectif étant de ne pas se faire piquer. Mais c'est pas parce qu'on a été piqué par un... Alors on dit une ou un tique ? Une tique. Une tique qu'on va avoir une maladie de Lyme. Alors c'est une très bonne question. Lorsqu'on se fait piquer par une tique, il y a 95% de chances qu'il ne se passe rien derrière. C'est-à-dire qu'on n'attrape jamais aucune maladie derrière. Donc quand on se fait piquer par une tique, l'objectif c'est de repérer la tique, de l'enlever avec ce qu'on appelle un tire-tique qui ressemble à un petit pied de biche. D'ailleurs moi j'ai un tire-tique dans mon sac à main. Évidemment, sûr, c'est évident. Tout le monde a un tire-tique sur lui. Évidemment. Et en l'absence de tire-tique, effectivement, si on est en pleine campagne un samedi soir et qu'il n'y a rien d'ouvert, on prend une pince à épiler. Et ce qui est important, c'est de faire un mouvement de rotation pour, entre guillemets, dévisser la tique et non pas tirer dessus, parce que sinon on risquerait de laisser les pièces piqueuses de la tique sous la peau. Ça ressemble un peu à un rose, donc il ne faut pas tirer dessus, il faut la dévisser délicatement. Si vous dites ça, c'est que le premier réflexe des gens, c'est de gratter et de tirer. C'est ça. À la main. Et l'idée, c'est quand même de s'équiper d'un petit outil qui permet de dévisser tranquillement, sans traumatisme, la tique. Est-ce qu'on peut être piqué par une tique et ne pas le savoir ? Oui, parce que ça ne fait pas mal, par exemple. Ça ne fait pas du tout mal, parce que dans la salive des tiques, il y a un anesthésiant naturel. Donc la tique, c'est un acarien assez intelligent, parce que l'anesthésiant va permettre de ne pas sentir que la tique fait son repas sanguin.
le repas sanguin va durer 2 ou 3 jours chez la tique, donc elle va continuellement vous donner vous mettre un anesthésiant sous la peau pour ne pas que vous vous rendiez compte que vous êtes piqué, et aussi un anti-inflammatoire pour ne pas que la peau réagisse. Et donc même lorsque la tique se retire, ça reste souvent indolore. Alors certaines personnes réagissent plus que d'autres aux piqûres, je veux dire, d'acariens, mais ça peut passer totalement inaperçu. Qu'est-ce qui attire l'homme chez la tique ? L'homme est vraiment un hôte accidentel, c'est-à-dire que la tique, elle vit dans un milieu naturel où elle a absolument pas besoin de l'être humain. Donc elle fait sa petite vie avec les rongeurs autour, dans les forêts, les grands cervidés, et l'être humain, c'est un hôte accidentel qui va se trouver là parce qu'il a été chercher des champignons. C'est-à-dire qu'elle va pas le chercher, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Non, elle va pas le chercher, et surtout la tique Ixodes, c'est un animal très lent, quoi. Donc elle saute pas, elle tombe pas des arbres, elle va pas attaquer l'homme. Donc elle vous pique parce que vous êtes vraiment mis sur son chemin dans son lieu d'habitat. Et est-ce que elle transmet cette maladie de Lyme aux animaux, à nos chiens par exemple, à nos chevaux? Ça peut, principalement, effectivement, comme vous l'avez dit, chez le chien et le cheval. Néanmoins, les signes cliniques chez les animaux, donc chien, cheval et chat, ne sont pas très clairs non plus. Et il y a beaucoup de surdiagnostics aussi dans le monde vétérinaire, où lorsqu'on ne sait pas trop ce qu'un animal a, on lui donne des antibiotiques anti-Lyme au cas où. Et donc, il faut faire attention à ne pas surdiagnostiquer cette pathologie qui, quand même, dans les études, semble assez rare chez l'animal. Alors, la maladie de Lyme, c'est ce qu'on appelle une zoonose, c'est ça ? Oui. Est-ce que, par exemple, notre chien, il pourrait nous transmettre la maladie de Lyme si lui-même l'avait, ou c'est pas contagieux ? Non, ça n'est pas une maladie contagieuse. Ça n'est ni une maladie qui se transmet d'un être humain à l'autre, ni d'un animal, on va dire, ni d'un autre mammifère à l'être humain. C'est vraiment, on a besoin du vecteur tique pour pouvoir transmettre ce pathogène. Sinon, donc voilà. Donc en l'absence de piqûre de tique, on ne peut pas attraper la borréliose. Mais est-ce que par exemple, si on est en train de se balader à la campagne avec notre chien, on le ramène à la maison, il avait une tique. La tique, elle tombe sur le plaid ou sur le canapé. Est-ce que la personne risque quelque chose après ou pas ? Ça dépend. Si la tique a déjà mangé, s'est déjà nourrie sur votre chien, elle ne va pas vous repiquer après, puisqu'une tique Ixodes mange 1 fois par an. Donc elle aura déjà fait son repas sanguin et donc sera repue. Voilà. En revanche, si elle n'a pas encore piqué votre chien et que vous restez un grand hôte près d'elle, un mammifère, effectivement, là oui, elle va pouvoir vous piquer pour faire son repas sanguin. Et là, après, c'est quoi qui contamine ? C'est quoi ? C'est quoi ? En fait, la bactérie est contenue lors de la piqûre. La bactérie va remonter dans la salive de la tique. La tique va mettre sa salive sous votre peau avec la bactérie, et à ce moment-là, les cellules immunitaires de la peau vont réagir. Soit elles arrivent à neutraliser la bactérie, ce qui est la grande majorité des cas, et il ne se passe donc jamais rien, puisque le corps humain est fait pour se défendre, soit la bactérie va échapper à nos défenses naturelles au niveau de la peau, et alors là, dans ces cas-là, on peut développer la maladie de Lyme, avec la principale atteinte qui est l'érythème migrant. Alors on parle d'une maladie, la maladie de Lyme, ce matin avec le docteur Alice Raffetin. J'appelle que vous êtes infectiologue, que vous êtes responsable du centre Lyme, du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges. C'est celui qui pilote, vous l'avez dit, la région parisienne et les Hauts-de-France. Il y en a 5 en France, et puis il y a d'autres centres départementaux également, sur tout le territoire. Absolument. Il y a 5 centres de référence en France, et nous avons aussi donc des centres de compétences qui sont donc d'autres centres hospitaliers avec lesquels nous travaillons un peu partout sur le territoire. Mais qui sont les gens qui viennent vous consulter ? Est-ce que c'est des gens qui viennent à l'hôpital directement, ou c'est des gens qui vous sont adressés ? Dans la grande majorité des cas, ce sont des patients adressés, puisque nous sommes des centres hospitaliers, donc ce n'est pas un système de premier recours. Le premier recours, ça va être le médecin traitant, le médecin généraliste, qui sont vraiment au cœur du système de soins en France et qui coordonnent les parcours de soins de nos patients. Donc, lorsqu'il y a une suspicion de borréliose de Lyme, qu'il y ait une maladie de Lyme avérée ou pas, le rôle d'un centre de compétences ou de référence est de recevoir donc tous les patients qui le souhaitent, ou tous les patients adressés par un médecin qui se
se pose la question pour faire la part des choses et répondre à la question: ai-je une borréliose de Lyme ou ai-je un autre diagnostic qui y ressemble mais qui n'est pas une borréliose de Lyme? Et alors, dès le départ, ces centres ont été pensés pour être pluridisciplinaires. En quoi elle consiste, cette pluridisciplinarité, et en quoi c'est important? C'est très important parce que la maladie de Lyme peut ressembler à beaucoup d'autres pathologies, notamment des pathologies de rhumatologie ou de neurologie. Et le fait d'avoir plusieurs compétences de santé, de spécialité médicale accessibles pour les patients le même jour, au même endroit, ou en tout cas dans un temps réduit, permet à la fois d'avoir un examen clinique du patient bien plus complet, de pouvoir mieux analyser tous les examens complémentaires déjà faits ou ceux qu'il faut encore faire pour trouver le diagnostic. Et enfin, une fois que le diagnostic est trouvé avec précision, proposer le bon suivi dans la bonne filière de soins. Et quand vous dites avec précision, aujourd'hui, on arrive à poser des diagnostics avec précision pour ce qui concerne la maladie de Lyme ou pour ce qui n'en est pas? Exactement. Lorsqu'un patient vient nous voir pour une suspicion de Lyme, au final, 4 situations vont se présenter. Soit le patient a une borréliose de Lyme confirmée, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire qu'il a été exposé au tic, il a des symptômes, des signes cliniques qui évoquent très fortement une maladie de Lyme, et en plus de ça, sa sérologie, les anticorps dans son sang sont très positifs, donc il n'y a pas de doute sur le diagnostic. Soit il y a une borréliose de Lyme possible, c'est-à-dire qu'il va manquer un de ces 3 arguments, mais les signes cliniques en général sont très évocateurs et donc on va quand même le considérer comme une maladie de Lyme et on va le traiter comme tel. Ou sinon, on a des patients qui ont été parfaitement traités pour une maladie de Lyme mais qui présentent encore des symptômes post-infectieux. Donc maintenant avec ce qu'on appelle le Covid long, la population générale et même l'ensemble du monde médical est beaucoup plus sensibilisé à ces fameux symptômes post-infectieux dont la prise en charge doit être très précoce dès le départ, notamment avec un grand réseau de rééducation. Donc là aussi on a besoin des médecins du sport, des kinés, etc. Donc, qui sont présents dans les centres de référence. Et enfin, le dernier cas, ça va être tous les autres patients qui ont en fait un diagnostic qui n'a rien à voir avec une maladie de Lyme, mais qui avaient des signes qui pouvaient y faire penser à tort. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de proposer le bon diagnostic, comme je vous ai dit, donc précis, avec l'orientation dans la bonne filière de soins le plus précocement possible. Alors, avec la création des centres, c'était aussi éviter l'errance thérapeutique des débuts d'il y a une dizaine d'années. Alors, aujourd'hui, quel est le parcours de soins? Quelqu'un qui a été piqué par une tique, finalement, eh bien, il a attrapé la borrélose. C'est quoi son parcours de soins? Premier parcours de soins, je me fais piquer par une tique, je la vois, donc chez moi je me suis équipée d'un tire-tique où j'ai la pince à épiler et donc je vais l'enlever avec ce petit mouvement de rotation, je désinfecte après et dans le mois qui suit la piqûre de tique, je surveille l'apparition de ce fameux érythème migrant, donc cette tache rouge qui ne fait pas du tout mal, qui ne gratte pas et qui s'étend en diamètre de jour en jour sans jamais faire mal. Dans ce cas-là, on arrive à avoir besoin donc à un recours médical et donc le patient doit aller consulter le médecin généraliste. Donc après une piqûre de tique, c'est de l'autosurveillance. S'il y a un érythème migrant, le premier parcours, c'est un parcours de soins en ville avec son médecin traitant, qui est tout à fait apte et qui connaît très bien l'érythème migrant en général et qui va vous traiter en ville. Et si jamais il y a des signes, des symptômes qui sont plus atypiques ou qui touchent une articulation ou le système neurologique comme une paralysie faciale ou des douleurs qui ressemblent à une sciatique mais vraiment particulièrement douloureuse, inhabituelle par rapport à ce que les patients ont pu connaître auparavant. Alors là, ça peut arriver à quel moment? Au bout de combien de temps? En général, ça survient maximum dans les 6 mois qui suivent la piqûre de tique. Et dans ce cas-là, pareil, on va voir son médecin généraliste qui, lui, va rédiger une lettre pour un centre de compétences ou de référence qui vous recevra dans un délai assez court, notamment dans les cas de grandes douleurs, pour pouvoir répondre à ce problème de santé. Voilà. Après, c'est vrai qu'on a beaucoup de patients qui sont en grande errance médicale aussi, c'est-à-dire que ça fait depuis 10 ans qu'ils n'ont pas de diagnostic. Donc, il y a moins d'urgence à les recevoir, on va dire, dans un temps court, parce qu'on n'est pas au stade aigu d'une maladie de Lyme. En revanche, il va falloir prendre le temps en amont de la consultation de lire l'ensemble de leur dossier médical et c'est pour cela qu'on demande aux patients d'envoyer leur dossier médical complet avec tous les examens déjà faits, tous les comptes rendus des médecins déjà vus, etc. pour 1, ne pas refaire ce qui a déjà été fait, 2, faire déjà une pré-synthèse avec des hypothèses diagnostiques avant la venue du patient pour pouvoir essayer de tout centraliser
le plus rapidement possible le même jour, et à partir du moment où on reçoit le patient, lui donner là une réponse la plus adéquate possible, le plus rapidement possible dans la bonne filière de soins. Donc ça, c'est au centre de référence. Ça, c'est dans les centres de référence, voilà, pour les cas les plus complexes, de grande errance médicale. Alors on dit qu'il y a 3 stades dans la maladie de Lyme, on a commencé à en évoquer un, donc le premier, c'est donc la tache qui s'élargit. Donc l'érythème migrant, voilà, qui est la première forme précoce, qui survient en général dans le mois qui suit la piqûre de tique. Une forme indolore, complètement bénigne, qui répond à 10 jours d'antibiotiques et qui en général n'a absolument aucune séquelle et qui présente très rarement des symptômes post-infectieux. Donc ça, c'est la forme simple. Et c'est la forme majoritaire, c'est plus de 80% des cas. Après, il y a des formes qu'on appelle disséminées, qui vont être diagnostiquées soit précocement, c'est-à-dire avant 6 mois, enfin dans les 6 mois qui suivent la piqûre de tique, ou parfois pour des cas plus complexes, au-delà de 6 mois qui suivent la piqûre de tique. Alors pourquoi on fait cette différence ? En fait, les atteintes, elles ne changent pas forcément. C'est toujours principalement des atteintes articulaires ou neurologiques, mais c'est juste que... C'est cutané, articulaire ou neurologique en gros. Principalement, plus rarement cardiaque et oculaire, mais enfin c'est vraiment beaucoup plus rare. Et surtout, pourquoi on fait la différence entre précoce, c'est-à-dire avant 6 mois, ou tardif après 6 mois ? C'est parce qu'évidemment, plus on met de temps à traiter une pathologie, plus le patient va mettre de temps à s'en remettre. Autrement dit, plus le patient a de risques d'avoir ces fameux symptômes post-infectieux qui vont durer plus ou moins longtemps et avec des symptômes parfois extrêmement invalidants au quotidien, avec une difficulté à assumer les activités quotidiennes, les activités professionnelles, etc. Et donc ça, il faut vraiment des prises en charge pluridisciplinaires et personnalisées des patients parce qu'il n'y a pas de recette magique. C'est pas la même prise en charge pour tout le monde. D'accord. Donc ce sont des antibiotiques que vous donnez ? Oui. D'accord. Est-ce que la bactérie est éradiquée ? À ce jour, il n'y a pas de description de résistance de Borrelia aux antibiotiques habituellement donnés, qui sont donc la doxycycline, qui est une molécule qu'on donne par la bouche, ou les céphalosporines qu'on donne par voie intraveineuse. Donc il n'y a pas de résistance bactérienne décrite. Et donc lorsqu'on donne un traitement antibiotique, qui varie, donc, comme j'ai dit, de 10 jours pour l'érythème migrant à parfois jusqu'à 1 mois pour les formes articulaires, la Borrelia est éradiquée. Donc ça veut dire que le patient n'a plus d'attaque concrète de son corps par une bactérie. En revanche, souvent, les patients peuvent s'entendre dire qu'ils sont guéris puisque la bactérie est partie. Mais lorsqu'un patient... C'est une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on guérit de la maladie de Lyme ? Donc la réponse est oui, on guérit toujours de la maladie de Lyme, mais on ne guérit pas à la fin de l'antibiothérapie. Puisque effectivement, notamment sur les formes disséminées, il va y avoir beaucoup plus de temps de récupération derrière, et c'est ces fameux symptômes post-infectieux qui peuvent faire croire à tort que la bactérie persiste, mais en fait, ce sont probablement des cascades immunitaires très... on va dire déréglés, qui créent des douleurs au long cours et de la fatigue et qui ont des prises en charge plus spécifiques. Est-ce que ceux qui suivent des antibiothérapie de plus de 30 jours ont moins de chances de guérir que les autres ou de traîner le symptôme plus longtemps ? Alors, il y a plusieurs études randomisées. Parce que j'ai regardé les études et ça m'a étonné. Il y a plusieurs études randomisées en double aveugle. Donc c'est quand même le plus fort niveau de preuve scientifique à ce jour en méthodologie, on va dire, qui montre que faire plus d'1 mois d'antibiothérapie n'apporte pas de bénéfices supplémentaires aux patients. Donc ça ne permet pas de répondre en fait aux douleurs ou aux symptômes persistants. Donc la réponse à apporter aux patients n'est probablement pas les antibiotiques, ne repose pas en tout cas sur les antibiothérapies, mais davantage sur tout un pan de la médecine qu'on a déjà à disposition, comme la rééducation, des méthodes de relaxation, un soutien psychologique aussi, parce que la douleur chronique, ça peut être difficile à vivre. L'errance médicale aussi, on ne sort pas indemne d'une grande errance médicale. En revanche, il y a beaucoup de choses que la médecine ne connaît pas encore, et il y a quand même beaucoup d'équipes internationales qui actuellement ont des projets en cours pour mieux comprendre à la fois ces cascades inflammatoires et quels traitements plus spécifiques on pourrait y apporter. Donc ça, je ne peux pas vous répondre encore aujourd'hui, mais ce sont des réponses qu'on pourra donner plus tard. Vous êtes bien placé, vous. Nous sommes bien placés et nous participons à ces recherches. Il y a une sérologie, pour ce qui concerne la maladie de Lyme, une sérologie qui se fait en 2 temps. Est-ce que vous nous expliquez ce que c'est que le principe d'une sérologie qui se fait en 2 temps ? En 2 temps. La sérologie en 2 temps, le principe, c'est de se dire qu'on veut donner la chance maximale aux patients d'être diagnostiqués. Donc, pour le cas de la maladie de Lyme, on va faire un premier test qui repose sur l'ELISA. Donc, il y a une technique de sérologie. Donc, l'objectif d'une sérologie, c'est quoi ? C'est d'aller détecter des anticorps dans le sang. Et donc, l'ELISA, pour la maladie de Lyme, va détecter les anticorps. L'ELISA a une sensibilité
98%. C'est-à-dire que quand on fait ce test-là, on a 98% de chances d'être diagnostiqué. Donc c'est une performance qui est très élevée. Donc c'est un très bon test. La seule chose, c'est que sa sensibilité est volontairement très bonne au détriment de sa spécificité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on fait un test ELISA, certains patients vont être positifs alors qu'ils n'ont pas la maladie de Lyme. Et donc, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé, alors l'objectif de ça, c'est de se dire qu'on rate personne. Donc on diagnostique un tout petit peu plus de gens pour être sûr de laisser personne sur le carreau avec un Lyme, avec un test négatif. Mais maintenant, les gens qui ont un test positif sans avoir de maladie de Lyme, il faut corriger le diagnostic. Donc on fait un deuxième test qui s'appelle le Western blot, qui est un test, en fait, ce sont des bandes qui migrent sur une plaque. Et là, on va confirmer ou pas le diagnostic. Et le Western blot, lui, est un peu plus spécifique. C'est-à-dire qu'on est sûr que si le Western blot est négatif, alors il n'y a pas de Lyme. Donc quand quand le Western blot est négatif, même si l'ELISA était positif, ça annule la sérologie. Et pourquoi on ne fait pas directement le Western blot alors ? Parce que le problème du Western blot, c'est que il y a des patients qui vont avoir un Western blot négatif. Il y a des patients qui vont avoir un Western blot positif alors qu'ils n'ont pas de Lyme en fait. Je vous pose la question parce qu'il y a énormément de gens qui s'interrogent sur le test et justement sur sa fiabilité. Et ça a fait couler des centaines Mais c'est une très bonne question. De messages. Hein, et je crois que les gens ne comprennent pas vraiment et sont un peu sceptiques quand même. Alors aujourd'hui, effectivement, le problème du Western blot, c'est que vous pouvez avoir un Western blot positif sans avoir de maladie de Lyme et donc recevoir un traitement et ne pas avoir d'amélioration de vos symptômes puisque le diagnostic n'était pas ça. Aujourd'hui, pour vous dire, l'ELISA est bien meilleur est quand même un test meilleur que le Western blot. Et dans des pays qui n'ont pas la chance d'avoir une sécurité sociale qui vous rembourse vos soins, il n'y a plus que l'ELISA qui est fait. Le Western blot est abandonné parce que l'ELISA est plus performant en termes de sensibilité. Le docteur Alice Raffetin est avec nous, infectiologue, et vous êtes responsable du centre Lyme, du centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges. On parle de la maladie de Lyme, on essaye de répondre à toutes les questions que les associations se posent beaucoup, mais c'est grâce aussi au monde associatif que la maladie de Lyme, aujourd'hui, a pignon sur rue d'une certaine façon, et que les choses ont avancé. Absolument. Parce qu'il y a eu des périodes plus ou moins polémiques sur la maladie de Lyme. Absolument. Alors la polémique existe toujours sur certains sujets, mais il est vrai que les associations ont permis de sensibiliser, d'aider en tout cas la sensibilisation au niveau national sur cette pathologie et à sa prévention, ce qui est extrêmement important puisqu'évidemment la meilleure façon de ne pas attraper cette maladie est de ne pas se faire piquer par les tiques et donc de la prévenir. Et c'est pour ça que le centre de Villeneuve-Saint-Georges organise des sessions de sensibilisation destinées aux enfants. Vous allez dans les écoles. Mais pour tous ceux, alors il y a les enfants, mais pour tous ceux qui nous écoutent, qui travaillent peut-être dans les bois, qui travaillent au contact des tiques, comment est-ce qu'on s'en préserve des tiques ? Pour ne pas se faire piquer par une tique, il faut couvrir la peau, puisque la tique va piquer la peau. Donc la première chose, c'est de porter des vêtements longs, couvrants, en essayant d'avoir des vêtements un peu resserrés au niveau des poignets et des chevilles. Par exemple, on peut rentrer le pantalon dans les chaussettes, même si c'est pas très joli, ça permet d'éviter que les tiques ne se baladent. Et le port de vêtements clairs aussi, de couleur claire, permet de repérer les tiques qui remonteraient sur vos vêtements pour essayer de trouver un coin de peau disponible. Après, il y a aussi des répulsifs pour la peau qui existent, sur la peau qui reste découverte, donc des répulsifs cutanés qui peuvent être applicables en respectant évidemment les conditions d'utilisation. Donc, si on est, il y en a qui sont disponibles pour la femme enceinte, les enfants, etc. Mais il faut bien regarder pour ne pas appliquer n'importe quoi sur la peau. Porter un chapeau pour les enfants également. Il n'y a pas une huile essentielle ou Alors, il y a des huiles à base d'huile de citron qui existe effectivement et c'est une des seules huiles qui est validée, mais il faut quand même bien regarder. Alors il y a des publications au niveau des produits qui marchent et donc il ne faut pas hésiter à s'y référer au niveau des recommandations pour ne pas appliquer n'importe quoi non plus. Il y a beaucoup de publications en anglais sur la maladie de Lyme. Est-ce que ça veut dire que le monde anglo-saxon s'intéresse plus à la maladie de Lyme que nous ? Non, c'est surtout que le monde de la recherche est en anglais et donc même les Français publient en anglais. Tout se fait en anglais, qu'on soit allemand, français, japonais. On parle d'un vaccin. Oui, non. Oui, il y a un vaccin en cours de développement par Pfizer et Valneva
qui va passer qui est en phase 3 et nous attendons. Voilà, on l'attend. Voilà. J'espère qu'on l'attendra pas trop longtemps quand même. La question sur le vaccin, c'est pour qui et pourquoi ? Parce que quand on se fait piquer par une tique, il y a 95% de chances qu'il ne se passe rien derrière. Et donc c'est vrai que le vaccin sera destiné plutôt aux personnes extrêmement exposées, pas à la population générale. Et donc toute la question sera de développer un vaccin suffisamment immunisant pour éviter un trop gros nombre de rappels dans le temps et pour permettre de cibler particulièrement des populations à risque. Vous êtes infectiologue. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette maladie de Lyme ? Cette maladie est une maladie assez particulière parce que déjà elle touche plusieurs organes. Donc c'est une maladie un peu transversale, c'est-à-dire qu'elle va toucher principalement la peau, les articulations et le système neurologique, avec des symptômes qui sont très typiques de la maladie de Lyme, qui sont très évocateurs de cette pathologie, qu'on voit principalement dans cette pathologie, comme l'érythème migrant, qui est vraiment, comme on dit, pathognomonique, caractéristique de cette maladie. Et en même temps, il y a d'autres symptômes qui peuvent ressembler à d'autres maladies. Et donc le diagnostic est parfois difficile sur des signes neurologiques un petit peu atypiques ou aussi sur des signes qu'on appelle fonctionnels, c'est-à-dire que le patient ressent mais que le médecin ne voit pas, comme la fatigue, la douleur. Et lorsque ces symptômes sont au premier plan pour le patient, avec des répercussions très importantes dans leur vie quotidienne, mais qu'en fait la lésion organique passe même au second plan pour les patients, si le médecin ne fait pas un examen clinique physique approfondi, on peut passer à côté du diagnostic. D'où l'importance d'avoir vraiment un bon interrogatoire de ces patients sur l'exposition, leurs loisirs, de bien interroger les patients quand ils viennent vous voir, pour connaître leurs activités, s'ils font des loisirs en forêt, s'ils ont des expositions, etc., s'ils ont voyagé, et aussi de bien les examiner de la tête aux pieds pour ne pas méconnaître ce diagnostic. D'où des difficultés aussi à reconnaître peut-être une forme chronique du Lyme. C'est ça ? Alors le mot chronique en infectiologie, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que vous préférez, vous, qu'est-ce qui est plus juste comme mot pour vous ? Le mot chronique, ça veut dire que malgré un traitement antibiotique, la bactérie va persister dans l'organisme. Exemple, je prends l'exemple du virus, donc c'est autre chose, c'est pas une bactérie, c'est un virus, mais du VIH. On donne des antirétroviraux. Tant que le patient prend son traitement, le virus dort, et donc il n'est plus contagieux, il ne se passe rien, et son corps n'est entre guillemets peu abîmé. Mais le jour où le patient arrête de prendre son traitement, le virus se multiplie à nouveau et cause des dommages au corps. La borréliose de Lyme, la Borrelia, quand on donne des antibiotiques, elle est éradiquée, elle meurt, elle ne persiste pas dans l'organisme. Donc on ne peut pas parler de chronicité de la maladie. En revanche, une fois qu'on a traité la maladie de Lyme et que la bactérie est morte, l'organisme continue à avoir une défense comme s'il était en alerte maximale, avec un dérèglement de beaucoup de cascades immunitaires et inflammatoires qui sont à l'origine de douleurs chroniques et de grandes fatigues parfois, qui expliquent le fait que certains patients vont ressentir des symptômes au long cours alors que la bactérie n'est plus là. Et la prise en charge de ces symptômes est compliquée parce qu'elle n'est pas standardisée et surtout la médecine ne connaît pas tout. Lyme long, ça serait mieux ? On parle de symptômes post-infectieux, donc plutôt de post-Lyme. Et ça, c'est les symptômes post-Lyme, c'est une dénomination bien reconnue dans la communauté scientifique. C'est vrai que les patients ont souffert de mépris pendant quelques années. C'est pour ça que c'était dur pour eux. C'est très dur quand on est patient et qu'on vous dit que vous êtes guéri alors que vous avez des grandes douleurs. C'est pas agréable. Donc effectivement, oui, il faut une prise en charge de ces symptômes. Même si la réponse n'est pas une antibiothérapie, il faut une prise en charge de ces symptômes. Bon, parlez-nous de tactique. Tactique. Parce que vous avez de l'humour quand même. Absolument. Alors Tactique, c'est un logiciel de consultation qui est disponible dans tous les centres de référence et dans pas mal de centres de compétences. Et l'objectif, c'est d'avoir un dossier médical commun à tous les patients qui prennent en charge la borréliose de Lyme pour justement harmoniser les pratiques, pour que le patient ait la même chance d'avoir des soins, d'experts pour prendre en charge ces symptômes qui, comme on l'a déjà dit, peuvent parfois être complexes à diagnostiquer et à prendre en charge. Ça, c'est le premier objectif de Tactique. Son deuxième objectif, c'est aussi d'avoir une base de données nationale qui nous permet d'avoir un suivi épidémiologique de nos patients donc au long cours et de pouvoir faire progresser la recherche sur cette pathologie. Ce serait bien une application. C'est une très bonne question. Donc, on travaille à une interface pour les patients qui auraient accès à une partie de ce dossier médical et notamment pour remplir des questionnaires, pour participer à la recherche,
pour nous aider, nous, à mieux comprendre ces fameux symptômes prolongés et les répercussions sur leur qualité de vie pour pouvoir justement mieux adapter les prises en charge. Bon, qu'est-ce que vous n'avez jamais dit sur la maladie de Lyme et qu'il est important pour nous de savoir aujourd'hui, en exclusivité mondiale sur Beurre FM? La maladie de Lyme est une maladie dont on guérit à condition d'être pris en charge correctement et dans une filière de soins adaptée et je dirais officielle. Le docteur Alice Raftin sur Beurre FM. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était pas facile avec votre emploi du temps, mais vous avez été là. Merci à vous. Je vous en remercie. L'émission est réécoutable en podcast. Elle se réécoute très bien d'ailleurs sur beurrefm.net ou alors sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.